Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du hérisson. Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Aujourd'hui, je suis avec Floriane, Solène et Sarah qui ont récemment participé avec la FRAPNA à un projet un peu particulier puisqu'il s'agissait de construire des barrages de castors. Donc elles vont nous raconter un petit peu tout ça, pourquoi faire, comment ça s'est déroulé. Bon, d'abord, bonjour à toutes les trois. Pour commencer, vous pouvez vous présenter peut-être toutes les trois brièvement. Qui êtes-vous ? Oui, moi c'est Floriane, donc moi je suis stagiaire à la FRAPNA depuis 2 mois et demi. Je suis coordinatrice du projet Castor, qui fait partie d'un plus vaste programme Erasmus+. Et du coup, moi, j'ai été en charge de coordonner le chantier mimétisme Castor français, parce que du coup, il y en a eu 2, un en Espagne et un en France. Et du coup, voilà. Bonjour, moi c'est Solène, je suis étudiante en BTS Gestion et Protection de la Nature à Aubenas depuis l'année dernière, je suis en 2e année. Je me suis retrouvée à participer à ce projet après une recherche de la FRAPNA pour trouver les étudiants du projet. J'ai participé à la campagne de recrutement et j'ai été sélectionnée comme participant. Et moi c'est Sarah, je suis aussi en GPN, donc en Gestion et Protection de la Nature, dans la même classe que Solène. Et pareil, j'ai été sélectionnée par la FRAPNA pour participer à ce projet sur les castors. Très bien. Alors, est-ce que l'une d'entre vous pourrait nous expliquer un petit peu en quoi consistait ce projet ? Il s'agissait de fabriquer des barrages de castors, donc de faire le travail des castors à leur place finalement. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi faire ? À quoi ça sert ? Oui, alors en gros, pour faire simple, le but c'était du coup d'imiter les barrages castors. Alors pourquoi cette pratique ? Déjà, on va expliquer pourquoi la FRAPNA a choisi de s'associer avec des gens en Espagne, parce que en Catalogne plus précisément. Parce que la Catalogne elle fait face à peu près au même problème de sécheresse qu'en Ardèche. Et eux n'ont pas la chance d'avoir des castors. Ils n'ont pas de castors en Catalogne. Alors tu dis ils n'ont pas la chance d'avoir des castors. Pourquoi la chance ? En quoi c'est utile pour le milieu et pour nous d'avoir des barrages de castors sur une rivière ? En fait, c'est une manière, on va dire, de retenir l'eau. Donc le barrage castor, il va venir filtrer l'eau. Il va venir aussi renflouer les nappes phréatiques puisqu'il conserve l'eau à une certaine hauteur. Et ce qui fait qu'il va aussi créer d'autres zones humides. Et ce qui fait qu'il y a de la biodiversité qui va aller se créer dans ces nouvelles zones humides. Et voilà. C'est-à-dire que le castor, en construisant son barrage, du coup, il retient de l'eau en amont du barrage. Et le fait qu'il retienne de l'eau, ça crée tout un tas de milieux humides qu'il n'y avait pas si la rivière continuait son cours sans problème, c'est ça ? Là, en fait, le fait de bloquer l'eau, ça va la ralentir. Et contrairement à une rivière qui va tout droit, où l'eau peut descendre une montagne en moins de 4 heures en une journée, quand on a des barrages castors, ça va bloquer l'eau et elle va mettre plusieurs dizaines de jours à descendre une montagne. Et ça permet de renflouer les nappes phréatiques. Et en plus, en créant des bras secondaires, on en remplit d'autres et ça permet d'irriguer le milieu plus largement que juste la rive de la rivière. Et c'est une technique qui vient à la base des États-Unis. C'est une méthode low-tech, donc qui utilise qui pollue pas et qui n'utilise pas d'énergie. Très peu de pétrole, c'est principalement des moyens humains, quoi. Et manuels plutôt. Enfin, oui. Et donc, cette ingénierie Castor, donc 2 personnes ont été formées pour faire cette méthode, parce que c'est une méthode qui s'apprend, en fait. Et nous, pendant le premier séjour en Catalogne, on a appris ces techniques. Et ensuite, ça nous a permis de les réutiliser en Ardèche. Et voilà.
Oui, parce que c'est un projet qui s'est fait du coup en partenariat avec des acteurs de l'environnement catalans, en Catalogne, en Espagne. Oui, en gros, il y a plusieurs partenaires. Alors, il y a la Gisfera, qui est une coopérative écologique, on va dire un peu, c'est l'équivalent de la Frapna. Et il y a une autre association des Amis du Parc des Aiguamolles, voilà, donc qui est une association qui gère une réserve naturelle, exactement, qu'on est allé visiter d'ailleurs, qui était magnifique. Les étudiants, ils viennent pas tous de la même université, il y en a 2, je crois, qui font partie de la même université, et les autres, non, ils sont même pas tous au même niveau, ils ont entre 19 et 24 ans. Et du coup, eux, ils se sont rencontrés aussi du coup sur le projet, mais ils sont tous du coup en études environnementales par contre. Ça, c'est ce qui les lie du coup. Voilà. Et c'est la Frapna, donc en Ardèche, qui s'est associée avec ses partenaires pour monter le projet. C'est ça, ouais. C'est Anne, la présidente du coup de la Frapna, qui a eu cette idée-là et qui a participé du coup à monter le projet. Et après, c'est Noémie et Léa, qui font partie de la Frapna, qui ont monté tout le dossier, etc. Erasmus auprès de l'Union européenne, qui a été un dossier absolument colossal. Donc vous disiez tout à l'heure, toutes les trois, que les barrages de Castor, parce qu'ils retiennent l'eau, ils permettent de recharger notamment les nappes phréatiques, de faire des bras secondaires, des milieux aquatiques qu'il n'y aurait pas si la rivière coulait toute seule. La question que j'ai envie de poser, du coup, c'est pourquoi pas faire un barrage en béton, tout simplement, comme on voit partout, parce que finalement, ça retient l'eau aussi. Alors, quel est l'avantage du barrage de Castor ? Le principe du barrage en béton, c'est vraiment de bloquer totalement l'eau. Alors que le barrage de Castor, lui, la plupart des branches permettent quand même à l'eau de passer en dessous. Donc, ça ne coupe pas totalement le lit de la rivière, ça juste le ralentit, mais on fait quand même monter. Le but, c'est juste de faire monter l'eau et pas de la bloquer. Et c'est en faisant monter l'eau qu'on va créer ces barrages secondaires. Contrairement au barrage en béton, du coup, qui juste nous bloque l'eau. C'est surtout que c'est une méthode low-tech. Donc, le principe, c'est d'avoir le moins d'impact sur l'environnement et de ne pas utiliser de grosses machines. Et vraiment, le principe, c'était de faire un chantier participatif et de... Voilà, d'avoir le moins d'impact possible, peut-être, sur le milieu. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, depuis le début, on dit barrage Castor, mais on devrait dire ouvrage Castor, parce que le mot barrage a une mauvaise connotation. Et si Léa entend ça, je suis désolée de le rectifier que maintenant. Et oui, en fait, c'est pour ça qu'il faudrait appeler ça ouvrage Castor, parce que barrage, on a vraiment l'image de barrer quelque chose, et cette image un peu négative de on va stopper l'eau, etc. Mais pas du tout. Voilà. Oui, en fait, on ne barre pas la rivière, voilà, on la retient un petit peu. Exactement. Et en plus, j'imagine que c'est un peu plus putrescible. Enfin, le barrage de Castor, enfin l'ouvrage de Castor, pardon, il est moins durable dans le temps, donc il faut... Ouais, c'est exactement ça. C'est les lois de la nature, finalement. Et est-ce que du coup, vous deux, en tant qu'étudiantes en GPN, en gestion et protection de la nature, est-ce que le fait de faire des ouvrages comme ça, low-tech, donc des technologies douces, moins intrusives, qui impactent moins l'environnement, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche par rapport à ce que vous apprenez, par rapport à ce qu'on vous donne à voir de comment on gère un milieu ? Oui, c'est assez intéressant. On a fait pas mal de projets où finalement on avait quand même pas mal d'impact. On utilisait les outils thermiques, on avait beaucoup d'impact. Et là, ça nous permettait de voir une autre vision des chantiers en utilisant juste ce qu'on a sous la main. On utilise toutes les branches, les feuilles, la terre, les pierres. C'était tout ce qu'on avait sous la main en fait. Donc c'était vraiment intéressant à faire. Sur l'aspect humain, parce que là on a parlé du coup de l'aspect écosystémique, l'aspect naturel, etc. Est-ce qu'il y a aussi, le mot est peut-être un peu fort, mais une aventure humaine derrière tout ça ? Est-ce que vous avez pris plaisir à faire ça ? Est-ce que vous avez rencontré des personnes intéressantes ? Est-ce qu'il y a eu un échange de savoir, un échange de... Oui, moi j'ai trouvé cette expérience très enrichissante du point de vue humain, parce que on a appris à connaître des personnes qui partageaient pas du tout la même culture, le même langage. Et c'était au début un peu difficile. La barrière de la langue ne permettait pas vraiment cet échange, mais au fil du temps, des jours, on a réussi à vraiment se connecter et à créer des échanges, à créer une atmosphère de groupe vraiment super. Et justement aussi, ça nous a permis de confronter nos deux visions écologiques, j'ai envie de dire. Écologistes, ouais, voilà, c'est ça.
les mettre, on va dire, pas en dualité, mais de les confondre. Et oui, il y a eu vachement cette notion un peu d'éducation populaire, d'apprendre sur le tas, de chacun s'apprend quelque chose, etc. Et que chacun a soit quelque chose à apprendre, soit quelque chose à transmettre. Et on a eu des débats très intéressants qui ont donné lieu à des échanges, je ne peux pas dire houleux, parce que ce serait très abusé, mais des échanges très dynamiques sur la vision de l'écologie, etc. Et de justement ce débat de est-ce qu'on agit sur la nature, est-ce qu'on la laisse faire, etc. Et on a vu quand même une certaine dichotomie entre les Français et les Espagnols. Ouais, c'est ce que j'avais demandé aussi. Ouais. On a regardé un documentaire sur une dame aux États-Unis qui justement s'occupait de castors, sauvait des castors, etc. Et on a regardé ce documentaire juste parce que ça parlait de castors. On ne s'attendait pas à en faire quelque chose de plus qu'un visionnage du soir. Et en fait, c'est parti sur un débat, mais qui a duré des heures et des heures, où on parlait d'anthropomorphisme, etc. Et où il y avait les Français d'un côté qui étaient un peu plus non, justement, enfin, je dirais, il y avait beaucoup plus dans la team France, beaucoup plus de gens qui étaient dans le côté un peu sentimental, bah oui, mais vu que l'humain intervient tellement sur la nature, il faut les aider, etc., même si du coup on intervient dans leur reproduction, etc. Et du côté espagnol, il y avait vraiment cette vision de c'est complètement égoïste de faire ça, il faut les laisser vivre, il faut pas intervenir, etc. Même si en France, du côté français, il y avait aussi des gens qui étaient d'accord avec ça, mais il y avait vraiment eu ces débats très, très animés. Et du coup, c'était super intéressant aussi de voir comment chacun voyait aussi l'environnement, etc. Et comment chacun agissait, que ce soit sur le chantier ou en dehors pendant nos activités. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, ces ouvrages castors, ils ont été réalisés sur 2 rivières, c'est ça ? Une en Catalogne donc, et une en Ardèche, vers la vallée de l'Erieux, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est des rivières, du coup, où il n'y a pas de castors, j'imagine ? Enfin, en Catalogne, tu l'as dit que non, mais... Alors, du coup, la rivière qu'on a fait en Catalogne, c'était Albania, et oui, du coup, il n'y avait pas de castor. Par contre, l'Erieux, alors on a vu des traces sur la rivière où on a fait l'ouvrage, et on avait fait un affût sur une soirée pendant la construction, et on en a vu, donc on sait qu'il y en a, on en a vu un, on sait qu'il y en a du coup sur cette rivière. C'est la rivière de Boyon, c'est ça ? Ouais. Et alors pourquoi ces castors n'ont pas fait d'ouvrage sur cette rivière ? Ils n'ont pas fait d'ouvrage parce qu'il y avait déjà des barrages artificiels faits par les humains qui du coup faisaient augmenter le niveau de l'eau et c'était suffisant aux castors pour créer leur hutte et ils n'avaient pas du coup besoin de faire de barrages. Parce que les castors ne font pas forcément des barrages. Enfin, si le niveau d'eau est suffisant pour faire leur hutte, ils vont... Voilà. Parce qu'ils essayent de faire en sorte que l'eau soit suffisamment haute pour que l'entrée de leur hutte soit immergée, c'est ça ? Oui. D'accord, donc s'il y a assez d'eau, il n'y a pas besoin de faire de barrage. C'est ça. Ok. Eh ben merci beaucoup à toutes les trois. C'était très inspirant. Vous voulez peut-être dire quelque chose pour terminer ? Le mot de la fin ? Ou pas, vous n'êtes pas obligé. Oui, moi je vais dire un petit mot de la fin. Le principe aussi de ce séjour interculturel, etc., c'était déjà de donner la chance à des étudiants et étudiantes de vivre cette expérience, qu'elle soit écologique, humaine, sociale, interculturelle, quoi. Mais c'est aussi une manière d'amener en France ce mimétisme castor, cette nouvelle manière du coup de lutter contre la sécheresse, contre les changements climatiques, etc. Et c'est une manière aussi de prouver que l'écologie, elle peut être low-tech et conviviale et qu'il n'y a pas besoin de grosses technologies, de grosses techniques derrière. Et c'est surtout une manière de se réapproprier l'écologie par les gens et de faire une transmission de savoir qui est accessible à tous et à toutes. Et que de ne pas laisser le discours dominant écologique prendre plus de place qu'il ne le prend déjà et d'essayer de construire une nouvelle manière de voir la nature et surtout de faire de l'écologie qui peut être accessible à tous et toutes et que voilà, l'écologie, c'est pas une question que de riches. Voilà. Tu veux dire, quand tu parles de l'écologisme dominant, c'est de faire de la gestion à coup de tractopelle automatiquement. Oui, c'est ça, de nous dire que y a que en faisant
des petits gestes. C'est évidemment que c'est important, les petits gestes, c'est pas du tout ce que je dis, mais dans le sens de limiter l'écologie, que soit des grosses infrastructures telles que les panneaux photovoltaïques, les voitures électriques, etc. Et que de rendre le centre-ville inaccessible aux petites voitures qui n'ont pas le dernier modèle électrique, etc. Ça, c'est de l'écologie dominante, par exemple, et qui n'est pas du tout accessible à tous et toutes, évidemment. Et que c'est une manière aussi de dire que l'écologie, c'est pas juste une chose qu'on fait soi-même, c'est une chose qu'il faut transmettre et une chose qu'il faut faire ensemble et que ça se réfléchit. Donc si je résume, une écologie structurelle qui s'attaque aux problèmes à la base, qui soit accessible à tous et à toutes, populaire, qui ne laisse personne sur le carreau et qui soit low-tech, donc à base de technologies douces, et inspirée de la nature. Eh ben très bien, c'est très intéressant tout ça, c'est une belle vision de l'écologie, on espère que des politiciens ou des politiciennes nous écoutent et voici quelques pistes de réflexion. Merci encore une fois à toutes les trois. Merci à vous. Je voudrais remercier aussi l'association Résonance et la Maison de l'Image qui nous ont permis d'enregistrer cette émission dans de bonnes conditions. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. C'était la dernière émission de cette année, donc on se retrouve à la rentrée, à l'automne, pour une nouvelle chronique du Hérisson.